Alors, et on laisse la parole à Michel Mouillard, Michel qui Mouillard. va introduire cette deuxième table ronde. Merci. L'année dernière, à l'automne, la conjoncture était en train de s'effriter. Les différents indicateurs commençaient à en témoigner. Donc nous allons commencer par un rapide tour d'horizon sur ce que sont les grands indicateurs qui permettent de décrire un environnement qui est, je le qualifierais, en mode dégradation. Tout d'abord, l'enquête de conjoncture de l'INSEE auprès des ménages qui nous révélait récemment que le moral des ménages se dégrade. Il se dégrade à un point où il est descendu sous sa moyenne de longue période. Et dans le même temps, les prix des logements, on le sait, ont monté. Ils ont monté fortement, même si ils ont commencé à ralentir depuis plusieurs mois. Mais rapportés aux revenus des ménages, ils n'ont jamais été aussi hauts. En octobre dernier, ils étaient de 10% supérieurs au prix relatif que l'on connaissait en 2006-2007, avant que ne se déclenche la grande crise économique et financière internationale. Donc il était évident que dans ce contexte-là, que la demande des ménages commence à se dégrader, on l'a bien vu. Elle s'est dégradée, mais celle des promoteurs aussi, puisque l'enquête de conjoncture de l'INSEE auprès des promoteurs nous disait aussi qu'en octobre, leurs intentions de mise en chantier pour les prochains mois étaient redescendues sous la moyenne de longue période et qu'ils considéraient que la demande des ménages était en train de reculer. Reculer dans le secteur locatif, mais aussi en accession à la propriété. Alors bien évidemment, dans ce paysage-là, il y a un élément qui a semblé rassurer à peu près tout le monde. Les taux d'intérêt. Des taux d'intérêt qui sont bas, très bas, 1,43%, disait-on récemment. Et les taux d'intérêt, même corrigés de l'inflation, sont devenus aujourd'hui négatifs. Depuis 6 mois, ils sont négatifs pour la première fois depuis le choc pétrolier de 1974. C'est un précédent. Ce qui rassure beaucoup, certains disant même d'ailleurs les durées se sont formidablement allongées. Et on entend parfois certains qui nous disent qu'aujourd'hui on trouve des durées à 30 ans ou 35 ans même. Je vous rassure tout de suite, des durées au-delà de 30 ans, ça représente 0,05% de la production de crédit immobilier. Autant dire donc que pour les voir, il faut avoir de très beaux yeux, puisque pour ceux qui en parlent, les courtiers, ça représente à peu près bon an, mal an, pour eux tous confondus, 120 dossiers. Il faut vraiment savoir le scruter. Bon, toujours est-il que derrière cela, il y a une inquiétude, même derrière les taux d'intérêt. Et les autorités monétaires ont bien souligné cela à plusieurs reprises. Pourquoi ? Bien simplement parce que les taux ne permettent plus la reconstitution des marges des établissements, l'allongement des durées fragilise les encours des établissements et en outre, pour pouvoir placer leur production, ils ont très largement assoupli les conditions d'octroi des prêts. C'est bien là le point faible. Et rappelons que ces conditions d'octroi des prêts n'ont jamais été aussi bonnes. Si aujourd'hui nous avions, même avec des taux d'intérêt qu'on connaît, même des taux à 25 ans et plus, les conditions d'octroi, c'est-à-dire pour résumer des taux d'apport personnel tels qu'on les connaissait en 1990, par exemple, la production de crédit immobilier sera amputée d'un tiers. Donc on le voit bien, nous sommes dans un mode de fragilité de l'environnement. Et ce n'est pas pour rien que tous les indicateurs nous confirment que les marchés immobiliers sont à la peine. Tout d'abord, la production de crédit immobilier. La production de crédit immobilier qui est le nerf de la guerre tout de même, sur les 9 premiers mois de l'année, est en recul de près de 6% par rapport à la période correspondante de 2017. Aucun des marchés n'est épargné. 10% de recul pour le marché du neuf, 7% de recul pour le marché de l'ancien, et je ne parlerai même pas
du marché des travaux qui est en train de disparaître, même sur les crédits à la consommation. Donc dans ce paysage-là, il était évident que, par exemple, la construction de maisons individuelles, les ventes des constructeurs de maisons individuelles fléchissent. On en parlait déjà l'année dernière, on l'a confirmé sur les 9 premiers mois de l'année, et sur l'année 2018, nous attendons à une baisse des ventes de 15%. C'est énorme. Ça représente 20 000 opérations qui ne seront pas réalisées, mais ce n'est pas le seul secteur. La construction de logements locatifs sociaux, comme IMOWIX en est fait l'écho à plusieurs reprises, les agréments se sont effondrés sur les 9 premiers mois de l'année. Ce n'est pas étonnant, nous l'avions déjà dit l'année dernière, le mouvement avait commencé bien avant les annonces qui étaient les annonces budgétaires de l'automne 2017, et le mouvement n'a fait que s'amplifier. La conséquence en étant que sur des territoires qui sont des territoires tels les zones C et B2, par exemple, les opérations non seulement ne sortent plus, mais en plus vont poser un problème demain, qui est celui du respect des engagements de la loi SRU à l'égard des 20% ou des 25%. Je ne sais pas comment cela sera réglé, mais cela pose un problème qui est colossal. Dans ce contexte-là, comme tous les secteurs de la construction, comme tous les segments de la construction dévissent, il était évident que les permis de construire reculent. Les permis de construire dans le secteur de l'individuel, de la maison individuelle, moins 10% sur le troisième trimestre en glissement annuel. Dans le secteur collectif, moins 17%. Et en plus, une montée des annulations sans précédent. Le taux d'annulation à septembre 2018 est 2 fois plus élevé qu'il ne l'était durant les années de la crise économique et financière internationale. Je vous laisse imaginer ce que cela pourra faire par la suite. Le marché de l'ancien n'a pas échappé à cela. Je ne vous parlerai pas des mises en chantier parce qu'on ne sait toujours pas combien on construit de logements en France. Le marché de l'ancien a aussi dévissé, plus lentement. D'après les statistiques des notaires sur les 8 premiers mois de l'année, 2% de baisse. Les notaires nous parlent d'un monde qui a 6 mois ou 8 mois de retard. Si on prend les compromis, nous sommes entre 5 et 6% de baisse. Et demain, pour finir, eh bien demain laisse tout de même perplexe. Tout d'abord, les orientations budgétaires de la loi de finances vont nous laisser un paysage qui est un paysage que personne ne souhaitait. Rappelons que déjà l'effort de la collectivité en faveur du logement s'est établi à un peu moins de 1,8% en 2017 et non pas les 2%, puis que pour 2018 nous attendons un peu plus de 1,6%, et compte tenu de ce qui est dans le projet de loi de finances pour 2019, nous pensons que l'effort va continuer à reculer vers 1,5%, c'est-à-dire le taux le plus bas que l'on a connu depuis 1953. Il est clair que dans ces conditions-là, la construction va fléchir. Nous avions en 2017 à peu près 430 000 mises en chantier. Nous aurons en 2018 un petit peu plus de 410 000, 415 000 en 2020, compte tenu de ce qui est en train de se passer, et il s'agit d'un supertanker et non pas d'une vedette rapide, nous serons aux alentours de 380 000. Un point très bas, l'effort de construction est descendu trop bas pour que le parc puisse être renouvelé. Nous avons vu récemment ce qu'il en coûtait sur des villes telles Marseille, mais ce n'est pas la seule, où des immeubles qui auraient dû être remplacés en d'autres circonstances n'ont pas pu l'être. Donc nous avons un paysage qui est en mode dégradé, et il est clair que le message qui est lancé aujourd'hui est « Demain sera moins bon que ce qu'hier était ». Merci. Merci Michel. Quel message optimiste.
Un message qui n'est pas de nature à réchauffer l'atmosphère. Je voulais juste dire, il fait très très froid ici, si quelqu'un pouvait se charger de Nous régler ça. réchauffer un peu, mais on est un peu cohérent avec les propos du professeur Bouillard. Que nous Alors, retrouverons, Pascal, en intégralité, puisqu'il y a beaucoup plus de textes que ça sur imoweek.fr cet après-midi. bien sûr. Alors, on va faire comme nous avons procédé lors de la première table ronde, c'est-à-dire qu'on va vous proposer le pitch en 3 minutes. C'est pas facile, j'en suis conscient, mais on reviendra sur les sujets qui vous sont chers. En réaction à ces chiffres donnés par le professeur Bouillard, comment voyez-vous la tendance actuelle dans votre secteur, et peut-être d'une manière plus générale dans le domaine du logement? Eh bien, on donne tout de suite la parole à Anne-Sophie Grave. Oui, puisque Geoffroy Didier vient de m'envoyer un SMS, il sort arrive. de la commission logement, il arrive. Il arrive. Bien, bonjour. Donc, pour parler du logement social, puisque étant effectivement un bailleur social, et de traduire très concrètement peut-être ce qui nous a été présenté, donc dans le cadre de la loi de finances 2018, les impacts des mesures prises sur le secteur du logement social, c'est 1,5 milliard. Donc c'est 1,5 milliard effectivement qui va manquer sur le secteur. Et très concrètement, c'est la moitié donc, de l'ordre de 700 à 800 millions d'euros sur l'exploitation des organismes, puisque ça se fait par la diminution des loyers. Donc c'est de l'ordre de 4% des chiffres d'affaires des bailleurs sociaux, donc c'est très conséquent. Et le complément est fait, les 750 millions d'euros complémentaires, est fait par l'augmentation de la TVA qui passe de 5,5 à 10% sur nos investissements. Donc pour un bailleur social comme le groupe 3F, nous vivons aujourd'hui une diminution de notre autofinancement de 50%. Ça fait 60 millions d'euros, je dirais, annuels, qui effectivement étaient 60 millions d'euros qui étaient réinvestis dans les opérations de construction nouvelle ou d'investissement sur le parc. Donc ça, c'est pour donner une photographie effectivement de ce qui se passe aujourd'hui et un renchérissement du prix de revient de nos investissements de 4,5%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est un peu la question. Comment on s'adapte et quelles conséquences effectivement sur le secteur? Alors sur le secteur d'une manière assez générale, c'est vrai que en 2018, il y avait énormément de coûts partis, donc je dirais les bailleurs sociaux ont quand même poursuivi les coûts qui étaient partis, notamment sur les opérations de construction neuve. Peut-être ont régulé davantage les investissements sur le parc, puisque les réhabilitations d'immeubles, ça peut se différer, faire tenir plus longtemps l'investissement sur le parc. En ce qui concerne notre groupe 3F, donc on est dans le groupe Action Logement, nous avons décidé de maintenir, je dirais, voilà, en dépit de la tension sur nos comptes, nous avons décidé de maintenir je dirais, notre niveau d'investissement, tant en construction neuve que d'investissement sur le parc, et notamment on était très engagés dans les réhabilitations thermiques pour éradiquer je dirais, les étiquettes les plus énergivores de nos bâtiments, les EFG. Et donc on a poursuivi en fait sur notre lancée, et sur je dirais, la construction neuve, on est sur un niveau de production de l'ordre de 9000 agréments par an, et voilà, on a décidé aussi de maintenir. Mais ça veut dire maintenir au prix d'un effort sur notre situation financière. Et donc pour moi ça appelle, mais ça sera peut-être un autre temps de cette table ronde. Il y a le temps de l'adaptation, qui est de l'adaptation de court terme de nos structures, mais il y a un temps pour moi qui est beaucoup plus fondamental, qui est que ça repose, je dirais, la question du modèle économique des bailleurs sociaux. C'est-à-dire comment effectivement on finance demain ce secteur, c'est-à-dire la production de logement social. Mais je pense que ce sera dans un deuxième... Et c'est bien de terminer par une interrogation, parce que ça va nous permettre de rebondir tout à l'heure. Alors, je vous donnez le micro à Xavier Lépine, la Française. Face au constat de Michel Bouillard, comment réagissez-vous? Quand j'entends Michel Bouillard, tout s'arrange, mais mal. Parce que c'est déjà pas terrible le stock et les décalages entre la demande et l'offre, conséquence des 40 dernières années. On a l'impression qu'en plus ça se dégrade. Enfin, on n'a pas l'impression, on a l'information. Bon, alors on peut toujours être négatif. Nous, ce que l'on constate au niveau de la Française, c'est assez clair. On a sur la partie immobilière des actifs que l'on gère. Je vous rappelle que notre métier, c'est de collecter l'épargne des institutionnels et des particuliers pour l'investir. Sur la partie purement immobilière de notre métier, on a 16 milliards d'euros, ce qui est quand même significatif. Et sur les 16 milliards d'euros, je constate qu'on en a moins que 5% de nos investisseurs qui vont vers le logement. Donc ce n'est pas une classe d'actifs
qui manifestement intéressait beaucoup les investisseurs, qu'ils soient institutionnels, particuliers, français ou étrangers. Alors effectivement, on peut toujours dire, on peut légitimement s'interroger sur pourquoi cette différence de traitement, puisque effectivement la France se caractérise par rapport à beaucoup de pays de même catégorie par la quasi-absence des institutionnels sur le logement. Et là, de ce côté-là, je n'ai pas le sentiment que les mesures qui ont été prises, ou qui n'ont pas été prises d'ailleurs, facilitent l'investissement des institutionnels d'une manière générale, et bien au contraire, puisque la réglementation, je pense à Solvency 2 ou à BAL 3, ou BAL 4, pardon, ou BAL 5 ou BAL 26, aille dans le bon sens. Puisque de toute façon, on vous demande de plus en plus de fonds propres pour un rendement de plus en plus faible, donc la probabilité d'y aller spontanément, d'où d'ailleurs le succès des bailleurs sociaux, enfin quelque part le succès, mais l'insuffisance. Je veux dire, la France doit être probablement le pays d'Europe où il y a le plus de bailleurs, plus de logements sociaux ou intermédiaires, et pourtant il n'y en a pas suffisamment. Et les gens ne sont pas contents, et c'est pas en leur recréant les pensions de famille version 21e siècle avec des gens qui s'occupent d'eux qui seront plus contents. Il n'y a pas assez de logements. Donc notre réponse par rapport à ça, elle est très simple, ça a été de dire on ne créera pas le Grand Paris qui doit doubler sa surface en créant 50 millions de mètres carrés de bureaux supplémentaires sans qu'il y ait des logements abordables pour les familles. Ces logements, ils doivent être protéiformes, on le voit bien aussi bien dans les méthodes d'usage que dans les méthodes de détention. Et donc notre réponse est pour attirer aussi bien les particuliers que les institutionnels, ça a été effectivement d'organiser certaines formes d'amphithéose de façon à attirer de nouveau, à rendre abordable le logement pour les familles et à attirer des investisseurs. Eh bien, on en reparlera peut-être dans la suite de ce débat. Alors, je me tourne maintenant, Catherine. Vers Mickaël Nogal, donc député de La République En Marche, député de Haute-Garonne. Vous avez beaucoup travaillé sur Élan qui nous promet un choc de l'offre. Et au regard à l'écoute de ce que vous avez appris par Michel Mouillard, votre réaction? Alors, ça ne vous surprendra pas, mais je pense que monsieur a dressé un tableau bien noir de la situation. Et je regrette quand même, excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade, je regrette un manque de mise en perspective. C'est-à-dire qu'on parle de la construction, sans parler, les lois de finances ont été évoquées, on a fait le choix, on est arrivé aux responsabilités en 2017. Il ne vous aura pas échappé que notamment le dispositif Pinel devait mettre fin, devait disparaître au 31 décembre 2017 et qu'on l'a prolongé pendant 4 ans pour donner de la visibilité. Et donc sur ces périodes de transition, évidemment, que font les acteurs? Du coup, ils pensent à 2 fois avant de lancer des opérations. Donc les chiffres qui ont été donnés de baisse de mise en chantier, de permis de construire, tout ça s'explique aussi par le calendrier. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose aujourd'hui. La loi Élan, elle vise à construire plus, mieux, moins cher. Donc ça, c'est notre leitmotiv. Mais c'est des solutions, et notamment des solutions, je veux le dire, qui ont été travaillées avec les acteurs du secteur. La loi Élan, entre le moment où elle a été définitivement adoptée le 16 octobre et puis le lancement de la concertation au départ par les ministres des Arrêts de Normandie, c'est passé plus d'1 an. 1 an pendant lequel justement on a consulté les ministres, il y a eu une conférence de consensus au Sénat auquel certains d'entre vous ici ont participé. Tout ça pour vous dire que les solutions qui ont été choisies, à la fois sur la transformation du monde HLM, comme la création des grandes opérations d'urbanisme, tout ça, ça a été pensé aussi avec les acteurs. Donc je crois qu'à moyen et long terme, la loi Élan qui sera promulguée dans les prochaines semaines apportera de vraies solutions. Maintenant se pose la question aussi du parc existant, de qu'est-ce qu'on fait à court terme pour mobiliser à la fois les logements vacants, pour rendre plus attractifs des dispositifs auxquels moi je crois aux pensions de famille, je crois à l'intermédiation locative. On a le droit de ne pas être d'accord avec... Bien sûr, mais je crois à d'autres dispositifs qui ont été mis en œuvre par le passé et qui pour moi ont besoin d'être poursuivis. Je crois aussi à la redynamisation de nos centres-villes. On parle des commerces vacants, des logements vacants. Je pense que le plan Action Cœur de Ville ciblé sur 222 territoires est de nature justement à remobiliser ce parc existant, ce parc ancien. Donc les chiffres de la construction en 2018 ne seront peut-être pas à la hauteur de ce qui serait attendu dans un objectif de construire plus et de donner des solutions de logement à tous.
mais tout ce qui est fait par ailleurs, et notamment sur la réhabilitation, et là on vient de voter un nouveau dispositif d'aide fiscale sur la réhabilitation. On a aussi mobilisé 3 milliards d'euros sur un plan d'initiative copropriété dégradée. Malheureusement, on est dans une actualité tragique en ce moment avec Marseille, mais on a des sujets comme ça à traiter, et ce n'est pas lié uniquement à la construction, mais avec des solutions que l'on apporte avec la loi Elan, avec les lois de finances, et sur lesquelles on travaillera. Et puis après, évidemment, il ne faut éluder aucune question sur le financement du monde HLM. Tout ça, c'est vrai qu'il faut réfléchir maintenant. Maintenant qu'on a donné un peu plus de lisibilité sur les dispositifs fiscaux, il faut réfléchir à quelle politique du logement on veut en 2025, 2030 et au-delà. Alors, on salue Geoffroy Didier qui vient d'arriver. On lui donnera peut-être la parole à la fin de notre tour de piste pour lui laisser le temps de respirer un instant. On se félicite que les députés aient aujourd'hui, quel âge, Michael Nogal 28 ans, au passage, qui nous donnent tous collectivement un coup de vieux.